Merci Aurélie, ravi de vous retrouver Guillaume Lefebvre et Benoît Ritzler. On vous représente peut-être, donc Benoît, vous êtes directeur national des ressources humaines et de la communication de CATS, Crédit Agricole Technology Services, qui est l'opérateur de transformation digitale des 39 caisses régionales, 1700 collaborateurs répartis dans toute la France, avec une particularité, 900 de ces 1700 collaborateurs ont moins de 3 ans d'ancienneté. C'est cela, exactement. Voilà. Et Guillaume Lefebvre, vous dirigez la grande université d'entreprise du groupe Crédit Agricole, qui s'appelle l'IFCAM, qui opère pour 140 000, 145 000 collaborateurs. Donc un terrain absolument incroyable. Et on va peut-être commencer par vous, Guillaume, si vous voulez nous expliquer justement quelle est l'ambition de l'IFCAM au service de ces 145 000 collaborateurs. Alors, d'abord, je suis quand même un revenant. Vous m'avez invité l'année dernière, donc je suis très heureux d'être de retour. C'est bon signe. Hein. Et merci. Et l'année dernière, on s'était amusé à citer quelques grands auteurs. Et il y a Éluard qui dit « Ce qu'on prend pour un hasard est souvent un rendez-vous ». Et je pense qu'il y a un réel alignement entre la mission et les ambitions de l'IFCAM et le congrès que vous organisez aujourd'hui. L'ambition de l'IFCAM, c'est effectivement d'être au service des collaborateurs, mais au service de ce groupe pour favoriser la formation des collaborateurs en vue de la transformation de ce groupe. Cette formation peut être, et je vais être pas trop disert, mais à la fois sur des aspects techniques, des évolutions techniques dans les techniques de financement, techniques bancaires, techniques d'assurance, mais également des évolutions comportementales. Une université d'entreprise a à la fois une vocation à embrasser les changements dont on parlera, j'imagine, ultérieurement. Oui. Mais parmi tous ces changements, il y en a un en particulier, c'est les changements comportementaux, les changements sociologiques pour une entreprise bancaire qui, finalement, a vocation à servir ses clients. Il n'y a pas de la haute technologie dans la banque, en réalité. Et il me plaît cette fois-ci à citer un autre auteur qui dit qu'on reconnaît la force d'une institution à l'adhésion qu'elle suscite. Et cette couches culturelles que nous donnons à nos collaboratrices et nos collaborateurs sont finalement la métavision ou la finalité, c'est de susciter l'adhésion parmi nos collaborateurs, les 140 000, et puis les 25 millions de clients. Voilà, donc c'est ça la vocation, c'est ça l'ambition de l'IFCAM. Alors moi j'ai une question pour vous, Benoît. Aujourd'hui, on est dans une période où les différentes transformations convergent, transformations technologiques, environnementales, data, sociétales. Quels sont, à ce moment-là de la vie précise de Crédit Agricole, les enjeux principaux de votre fonction? Alors en somme, dans la fonction RH, aujourd'hui, nous sommes confrontés finalement à deux grandes priorités, notamment dans le domaine de l'IT que je représente. Mais plus généralement pour l'ensemble des caisses régionales, on a un enjeu RH lié à l'attractivité, ou comment est-ce qu'on a réussi à attirer les talents dans nos entreprises pour capitaliser sur eux et assurer notre développement. Et puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu de fidélisation pour que effectivement nous sachions eh bien, capitaliser sur eux longtemps. Face à cela, moi j'ai coutume de résumer finalement les grandes priorités de la direction des ressources humaines et que nous partageons avec toutes nos équipes autour de trois grandes thématiques. La première thématique, c'est la thématique du sens. Toutes les transformations que vous évoquiez perturbent la lecture du monde que nos collaborateurs ont et interrogent beaucoup à la fois les jeunes diplômés sortant des écoles et puis nos collaborateurs en poste. Et donc on a cette nécessité, particulièrement dans la fonction RH, d'être en permanence, de savoir expliquer le sens, à la fois l'utilité profonde et le sens profond de l'entreprise, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on est, c'est quoi la finalité profonde de l'entreprise, et quelle est ma place, moi, collaborateur ou futur collaborateur au sein de cette entreprise, quelle est mon utilité au sein du projet collectif. Ça, je crois que c'est la première de premiers enjeux que nous avons à relever ensemble. Le deuxième, c'est un sujet de cohérence.
Parce que, et ça je suis particulièrement vigilant dans mon métier d'aujourd'hui, dans mes responsabilités, c'est la cohérence, c'est aligner le faire avec le dire, aligner les actes avec les paroles, s'assurer que quand je recrute un collaborateur en lui disant voilà l'utilité que tu vas apporter, voilà le sens de ton action, que quand ils le vivent, qu'ils sentent que c'est incarné dans l'entreprise par toutes les fonctions de l'entreprise et par tout le corps social de l'entreprise. Et ça, la cohérence est extrêmement importante. C'est ça qui génère la confiance de nos collaborateurs. Et puis le troisième élément qui est pour moi important dans aujourd'hui le développement de nos politiques RH, c'est le sujet de la constance. C'est vrai que ces transformations, elles nous obligent à bouger vite. Le monde est un monde aujourd'hui qui va vite, qui s'accélère de plus en plus, et pour autant, dans ce monde-là, nous devons être capables de voir long terme et de piloter, d'incarner, de construire nos politiques, et notamment nos politiques sociales, avec une vision de long terme. Parce que les transformations que nous sommes en train d'engager, c'est pas des transformations, c'est des transformations qu'on réussira sur la durée, sur le terme, et c'est important qu'on ait cette capacité avec conviction et détermination à poursuivre notre objectif, poursuivre nos buts. Ces trois éléments, le sens, la cohérence et la constance, font qu'effectivement, si on arrive à les réunir, eh bien, nous aurons des collaborateurs qui seront attirés par notre entreprise et qui sauront donner le meilleur d'eux-mêmes, et avec lesquels nous pourrons effectivement nous assurer d'un engagement individuel et collectif optimal. Merci. Donc cette constance, c'est l'idée de dire que c'est pas un sprint, mais c'est effectivement un marathon, et on voit bien que les transformations se succèdent. Et on ne connaît pas finalement le point d'arrivée, ni la forme, ni dans quel délai. Et on précise que vous avez vous animez une communauté particulière de collaborateurs, et vous avez aussi des recrutements sur un marché très tendu, puisque vous avez sur 1700 collaborateurs, 800 collaborateurs qui sont des collaborateurs qui travaillent dans la tech, qui ont des compétences tech, et on sait la difficulté, on va y revenir, de les recruter, de les retenir aussi. Guillaume, quand on a préparé cet entretien ensemble avec Benoît et Flore, on s'est intéressé évidemment aux compétences d'avenir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ces compétences face aux transformations, tech, durable, social. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont vous abordez le sujet, sous un angle qui est l'angle des invariants et des variants. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et puis éclairer le public qui est avec nous ici, la Chambre de commerce et à distance, sur cette approche? Qu'est-ce qu'un invariant? Alors, il n'y a rien à voir avec le Covid, c'est pas du tout... Mais qu'est-ce qu'un invariant pour le banquier, et quels sont les variants auxquels vos collaborateurs, les 145 000 collaborateurs de l'IFCAM sont soumis? Alors, je ne sais pas si c'est une proximité de prénom, Guillaume, mais vous me donnez envie d'être facétieux. Et donc, je vais assumer le rôle du rabat-joie. Alors qu'on parle de changement, je vais parler de non-changement. D'accord ? En gros, la question qu'on se pose, c'est de se dire, qu'est-ce qu'attend un client, entreprise, particulier, agricole, etc. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend finalement une double compétence. Il attend une compétence technique, bancaire, assurance, j'y reviens pas. Et puis, il attend aussi une grande compétence comportementale. D'accord ? Il attend les deux. Donc, il faut que nous ayons des collaboratrices et des collaborateurs ambidextres, en quelque sorte, sur ces deux compétences. Il s'avère que pour les techniques bancaires, elles répondent quand même à des grands invariants. Un équilibre entre les risques et le développement, par exemple. Ce qu'on appelle communément, les régulateurs appellent ça l'appétence au risque, d'accord ? L'analyse financière, la comptabilité, tout ça, c'est des grands invariants. Ça bouge pas finalement. Ça bouge pas. Et nous, quand on fait des sourcings, et je vais faire écho à ce qui a été dit, parce qu'on est un vecteur, l'IFCAM, d'attractivité et de fidélisation. On est une vraie université d'entreprise universelle, c'est-à-dire qu'on forme 2200 alternants. Eux, c'est surtout sur les invariants qu'on les forme, d'accord ? Il ne faut pas l'oublier. Donc on les forme au métier de banquier au sens très large. Il ne faut pas l'oublier parce que ça peut paraître, je vous le dis, un peu rabat-joie ce que je dis, mais quand même, quand on se prévaut d'être spécialiste d'un domaine, j'imagine c'est pareil pour des collègues énergéticiens, constructeurs automobiles, etc. Il faut connaître son métier. Tout à fait. D'accord ? Et puis il y a les variants. Effectivement, les variants, c'est
autre spectre de formation qu'on assure également en complément, qui sont des variants qui répondent aux grands facteurs de changement, qui peuvent être effectivement réglementaires, technologiques, on en parle beaucoup aujourd'hui, comportementaux, sociologiques, et un dont on va, j'imagine, parler aussi, qui est vraiment un grand changement, c'est climatique. Climatique, social et environnemental. Donc nous, on forme sur les deux. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux deux grands pans des sciences de gestion, le côté hard skills, sciences organisationnelles, et le côté soft skills, sciences comportementales. Ouais. Et alors, on pourrait se dire, bon, les variants, on a bien compris, vous faites de la banque depuis, les invariants, pardon, vous faites de la banque depuis très longtemps, vous les connaissez très bien, ils doivent être listés, mis à jour, évidemment. Là où c'est plus compliqué, c'est quand même les variants. Comment est-ce qu'on les identifie suffisamment tôt pour que l'IFCAM puisse les développer chez les collaborateurs et que vous puissiez aussi participer à ce développement et les animer auprès des collaborateurs de CATS? Comment on se met en exploration? Alors là, vous me donnez l'occasion de parler un petit peu avec en face de mon métier, mais que je partage là aussi avec mes confrères qui ont été présents ce matin, qui seront présents cet après-midi. On oppose souvent université-entreprise. Il s'avère que l'IFCAM, c'est une expression consacrée, comme mes confrères, est une université d'entreprise, mais on pourrait se dire aussi que c'est une entreprise universitaire. Qu'est-ce qui va caractériser une université d'entreprise par rapport à une université, appelons-la, plus institutionnelle? Finalement, c'est sa proximité au quotidien, jour après jour, de ce qui se déroule. C'est-à-dire qu'on est moins dans des phénomènes déductifs généralisants, top-down, que dans des phénomènes inductifs, parce que ce sont les 140 000, dont les 35 000 à l'étranger, qui sont des capteurs de tendance et qui nous disent, tiens, ça c'est peut-être un signal faible, puis peut-être qu'on va l'abandonner, parce que c'était rien du tout, mais ça remonte à la surface. Et finalement, nous, c'est quoi notre rôle? C'est d'être des capitaliseurs de tendances et de les transformer grâce à un peu de pédagogie en outils de transmission, et notamment à vos côtés. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille ensemble. Donc je pense franchement que les entreprises ont un vrai grand rôle de catalyseur de tendance par leur proximité du terrain dans leur domaine respectif, et qu'on a beau être des universités d'entreprise, il y a une forme de lettre de noblesse dans un monde qui change vite. Donc ça va être de la vraie Donc ça va être de plus en plus important d'être au contact de ses collaborateurs pour capter. Voilà, on fait de la recherche-action, ou on fait de l'action en mode recherche, et pour reprendre les propos de tout à l'heure, par itération, comme ça, par test and learn, et on apprend, et puis tout doucement, on est dans le juste à temps. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le métaverse ou pas. Ouais. Merci. À propos de transformation au sein de CATS ou CATS, ça dépend si on aime les chats. On dit les deux. On peut dire les deux, merci. Vous avez impulsé un certain nombre de transformations, mais ce qui est assez spécifique, je dirais, c'est que vous nous avez dit que vous avez commencé par les politiques d'inclusion, c'est-à-dire que vous avez mis le S avant le E dans RSE. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Absolument. Alors peut-être pour comprendre la transformation de l'entreprise ou les transformations de l'entreprise, il faut prendre quelques pas de recul et revenir un tout petit peu en arrière. En fait, dans les années 2015-2016, les banques de détail, que sont les caisses régionales, se sont retrouvées confrontées, comme toutes les banques finalement, à l'émergence de nouveaux acteurs venus du numérique, les fintechs, les néobanques et autres banques en ligne, qui ont profondément challengé le modèle de banque de détail et la valeur apportée par la banque de détail, notamment sur la dimension relationnelle, par la digitalisation, etc. notamment. Et dans ce contexte, les caisses régionales ont demandé donc à leur filiale informatique, donc CATS, de se mettre en mouvement pour leur donner les outils numériques et digitaux qui je dirais, up-to-date, de façon à ce qu'elles puissent se mettre au niveau de l'expérience utilisateur qui était devenue la norme, poussée par effectivement néobanques et fintech. Et donc dans ce cadre-là, on a dû, nous, dans l'entreprise CATS, profondément changer de mindset, puisque nous étions finalement une entreprise qui délivrions des outils informatiques transactionnels, et nous avons dû passer dans une logique de développement d'outils informatiques relationnels. Donc c'est tout à fait un autre mode de fonctionnement. Et pour y arriver, à la fois on a renouvelé nos compétences, vous le disiez tout à l'heure, effectivement on a embauché depuis 4 ans maintenant près de 900 nouveaux collaborateurs,
Et à la fois, on a revu profondément notre organisation pour agiliser notre fonctionnement. Donc on s'est inspiré des expériences de l'agile tiré par les entreprises numériques, et on a profondément modifié notre organisation pour être en capacité de délivrer plus vite, en mode itératif, pour reprendre l'expression de Guillaume à l'instant, les solutions attendues par les caisses régionales et nos clients. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a dès le départ, dès le démarrage de notre transformation, commencé à intégrer dans nos politiques cette dimension de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on a commencé par le social, en effet, en développant finalement beaucoup de thématiques autour de l'inclusion, de la mixité, de l'accueil des jeunes, de la mobilité, ce qui nous a finalement aujourd'hui préparé à engager vraiment le vrai cap qu'on a à faire sur de transformation sur nos politiques de responsabilité sociétale, c'est tout ce qui touche à notre cœur de métier. Autrement dit, comment effectivement on revoit complètement notre méthode de fabrication pour être plus frugal en termes de consommation de carbone, en termes et notamment sur cet aspect-là. Mais c'est le résultat d'un processus, d'une transformation organisationnelle, puis d'une prise de conscience collective au travers notamment des politiques sociales. Et maintenant, on arrive à une entreprise qui est mature pour engager fondamentalement une grande transformation de son approche finalement core business. Et pourtant, dans le même temps, vous avez réduit le nombre de managers de 300 à 80, je crois. Oui, à peine. 60. Oui, 60 à peu près, donc, oui. en redistribuant leurs responsabilités. Donc, en ayant moins ce corps intermédiaire, comment est-ce que vous y arrivez quand même, en fait ? Alors, j'ai beaucoup de respect pour la fonction managériale, dont je fais partie évidemment, mais je voudrais juste dire que je pense que c'est une conséquence plus qu'un point de départ. C'est la conséquence de l'agilisation a fait qu'effectivement on a davantage responsabilisé équipe et collaborateurs, et du coup on a revu effectivement l'intensité managériale. C'est un facteur de réussite de la transformation, pour deux raisons. La première, c'est que nous avions 4 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Le comité de direction et la communauté des managers, finalement, juste en dessous du comité de direction. Donc, on a 2 strates managériales, ce qui a pour conséquence que le message passe vite, le sens passe vite. Les échanges sont directs. Et donc, on a gagné vraiment en efficacité sur cette capacité à partager, à un moment donné, à la fois les informations, le sens de l'action et les objectifs que nous partageons et les ambitions que nous nous donnons. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que l'expérience là, des 2-3 dernières années montre, et moi j'en suis témoin au quotidien avec mes équipes, que finalement, quand les équipes se saisissent d'un sujet, pourvu qu'elles ont compris le sens, pourvu qu'elles savent, qu'elles connaissent bien le périmètre, que le projet soit cohérent avec la stratégie à long terme de l'entreprise, bien entendu, eh bien les ambitions qu'elles se donnent sont souvent, et même quasiment systématiquement, bien plus élevées que ce que j'aurais osé leur demander si c'est moi qui avais cadré le projet. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de mobilisation des collaborateurs aujourd'hui, pourvu qu'on leur fasse confiance et qu'on les sécurise dans un périmètre de responsabilité qu'ils maîtrisent. On a cette capacité d'engagement qui fait que les résultats sont bien supérieurs à ceux qu'on pourrait attendre. Alors, Guillaume, dans ces contextes de transformation, il y a quand même une particularité, c'est qu'un collaborateur du groupe Crédit Agricole peut occuper jusqu'à 7 fonctions dans sa vie professionnelle longue au Crédit Agricole. Alors, on imagine effectivement, donc ça c'est déjà du changement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, au-delà des transformations qui viennent de l'extérieur et que l'on connaît, et avec ce momentum où il y a une convergence de ces transformations, quand on doit se former et développer des compétences pour occuper 7 postes successifs différents, il y a évidemment une très forte culture, j'imagine, du changement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met en œuvre à l'IFCAM pour développer cette culture du changement et, à travers des actions de formation, de développement, accompagner cette transition pour passer d'un poste à l'autre tout au long de sa vie professionnelle? Là, vous allez naturellement entendre beaucoup de cohérence avec les propos de mon voisin. D'abord, on est très très proche des DRH.
Ça, c'est quand même la chose essentielle. L'IFCAM, c'est une université d'entreprise, mais c'était un des éléments, pas le seul, mais un des éléments de la politique RH, que ce soit en attractivité, sourcing de jeunes, j'y ai fait référence, mais aussi dans la transformation des personnes. On a un pacte social au Crédit Agricole d'entreprises, je l'espère, loyales et fidèles à ses collaboratrices et collaborateurs, qui font en général une vie professionnelle au Crédit Agricole, mais on est aussi... c'est un parti pris culturel dans cette entreprise de dire on change de job tous les 3, 5, 7 ans. D'accord. Donc par cette proximité... Quand on dit qu'on change de job, c'est-à-dire qu'on change de vraiment job. de nature de job. On peut en tout cas. Voilà, on peut. Hein. On change beaucoup de régions. Et au bout d'un moment, c'est quand même assez prescrit. Ouais. Et donc on a des programmes de formation très établis, etc., en lien avec tous les RH de toutes les filiales du groupe. Et effectivement, ces formations peuvent faire que quelqu'un a fait 5 ans en RH et passera 7 ans en audit, et de l'audit, il fera 3 ans de production bancaire, et puis après, il passera aux assurances, etc. L'intérêt de ça, et ça peut appeler une autre question, Guillaume, l'intérêt de ça, c'est de se dire, est-ce que ce fort investissement, on pourrait presque dire ce surinvestissement sur la formation technique et comportementale est payant. C'est quand même un peu, est-ce qu'il y a un lien de causalité à établir entre finalement, sans parler de manière trop emphatique, mais la performance de ce groupe, qui est quand même le 10e groupe mondial, et ce cœur. Corrélation. Voilà, c'est une corrélation entre les deux. C'est très difficile à prouver, donc je ne me livrerai pas à ça, mais je pense quand même que ce que j'ai qualifié de pacte social, cette culture d'entreprise, trouve aussi, se traduit en performance. Il est clair que quelqu'un qui a multiplié des expériences complémentaires et variées a une plasticité comportementale, neuronale, etc., tout au long de sa vie, et c'est ça qu'il attend le client. Les clients maintenant attendent plus des CPU qui viennent acheter, hein, ils attendent vraiment des conseils, etc. Et puis, j'y reviens, mais j'ai vraiment envie de citer ce philosophe normand qui s'appelle de la Tour, cette dualité, cette ambidextrie entre le technique et le comportemental. Et on mobilise beaucoup l'idée de l'intelligence du cœur. Mais moi, je pense que la formation, c'est un peu de l'intelligence du cœur, c'est passer de ce qu'on sait à ce que l'on sent. Et c'est ça qu'il aime aussi, le client. Il aime bien avoir un sachant en face de lui, mais il aime bien aussi sentir le client. Et c'est cette espèce d'incorporel, passer de la personne morale à la personnalité morale qui fait qu'il va se sentir conquis et puis durablement conquis. Durablement conquis. Savoir passer de ce que l'on sait à ce que l'on sent. Et je pense que la formation, c'est effectivement transmettre du savoir, mais c'est aussi beaucoup transmettre du savoir-être. Du savoir-être et puis développer cette plasticité dont vous parlez. Exactement. Pour être à la fois s'adapter au transfo et s'adapter à ces changements de fonction. Ces dernières années, vous avez l'impression, si on regarde en quanti, que vous avez formé davantage de gens avec davantage d'heures? Est-ce qu'il y a un mouvement de développement? Clairement oui. Et d'ailleurs, ça appelle d'autres questions. En gros, on est passé sur les 3 dernières années. Alors c'est assez monstrueux parce que c'est à l'échelle de ce groupe, mais les groupes qui interviennent sont des grands groupes, donc avec beaucoup de population. On a 140 000 collaborateurs, 35 000 à l'étranger, 105 000 en France, et on est passé d'un volume de jours de formation de 550 000 à 611 000, et ça ne va faire que croître. Pour des raisons multiples. D'abord, le groupe croît. Donc on a plus de gens à former. Forcément, plus de gens à former. Ouais. Deuxièmement, la politique que j'évoquais tout à l'heure de renouvellement permanent et d'ouverture sur des nouvelles formations font qu'on a toujours ce volume des 140 000 qui, c'est comme une tombée d'échéance en quelque sorte. Tous les 5-7 ans, il va faire une nouvelle formation. Et puis troisièmement, et on est dans le cœur du sujet qui nous anime, c'est que les transformations se multipliant de plus en plus rapidement, on est aussi amené à faire de plus en plus de formations. Ça va poser d'autres questions, et j'étais très intrigué par l'intervention précédente sur le métavers, sur comment optimiser le temps consacré à la formation. Parce que le temps consacré à la formation, c'est du temps qui n'est pas consacré à sa fonction, au métier du quotidien. On est déjà dans des étiages très hauts parmi les groupes bancaires français, mais nos confrères aussi. Mais parmi les groupes bancaires internationaux, on est dans des étiages très très haut en pourcentage de masse salariale de formation et en nombre de jours de formation. Donc il faut que nous travaillions cette fois-ci sur des optimisations de formation. Clairement, et je vous le dis, on est déjà beaucoup dessus, sur le recours à l'intelligence artificielle
pour optimiser le temps de formation, mais surtout mémorisation et réinvestissement du savoir dans la pratique. Ben on va s'interroger ensemble pour conclure tout à l'heure sur le métaverse. Avant ça, Benoît, alors je rectifie quand même une information, c'est 1700 salariés et 1400 profils tech et non pas 800 comme j'ai pu le dire. Exactement. Donc c'est très majoritairement des profils tech, absolument. ce qui rend la tâche encore plus difficile pour la conquête des talents. Chez CATS, quelles sont les actions de formation que vous mettez en place principalement, justement, alors à la fois pour aussi retenir vos collaborateurs, parce qu'on sait que c'est un très gros facteur de... La formation, c'est un facteur de performance, puis c'est aussi un facteur de rétention des collaborateurs. Absolument, absolument. Alors, en fait, depuis, on a un peu pivoté ces dernières années. On a beaucoup investi en 2020-2021 sur les formations soft skills, sur les formations comportementales, parce que nous mettions en place dans l'entreprise toute notre organisation autour de la méthode agile, et donc nous avions besoin d'accompagner nos collaborateurs dans la maîtrise finalement de ce qui fait des comportements adaptés qu'on doit développer dans ce type d'organisation. Et donc on a beaucoup investi sur ce premier niveau. Ça devait représenter pas loin de 70% de notre plan de formation sur les années 2019-2020 essentiellement. 2021, on a fait tourner un peu le modèle pour réinvestir le champ des compétences métiers. Parce que dans l'IT d'une banque, finalement, on est confronté à plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, les technologies évoluent vite et donc on doit updater en permanence les compétences de nos collaborateurs pour être toujours à la pointe des dernières technologies. Et à la fois, on a un système d'information qui, je crois, Guillaume, a une 60aine d'années, quelque chose comme ça. Et donc, on doit entretenir des anciennes technologies qui permettent au système d'information de tourner. Et ces anciennes technologies, elles ne sont plus toujours enseignées par les universités ou les grandes écoles, et ceux qui détiennent le savoir aujourd'hui sont plutôt ceux qui partent en retraite. Et donc on a un vrai sujet aussi de maîtrise de l'ensemble de nos technologies pour qu'on puisse s'assurer à la fois de la montée, de la maintenance finalement de notre système. Donc c'est la capitalisation des savoirs, exactement. C'est ça, pour éviter qu'ils s'évaporent de l'entreprise. Exactement. Avec les départs. Exactement. Et ça, on a un vrai effectivement enjeu sur ces sujets-là. Et le troisième volet de formation qu'on a développé, qu'on développe de plus en plus d'ailleurs aussi dans l'entreprise, c'est ce que je qualifierais de développement des compétences sociétales. On a développé des plans de formation autour des risques psychosociaux, autour des agissements sexistes, autour de toutes les problématiques liées aujourd'hui aux réalités de la société d'aujourd'hui, autour des thématiques RSE, etc. On le fait parce que nous sommes entreprises responsables et donc on se dit que en agissant de la sorte, on contribue à faire changer aussi, faire progresser la conscience dans la tête de nos collaborateurs et donc on est utile ainsi à la société. On le fait aussi parce que c'est attendu par nos collaborateurs, parce qu'ils s'investissent chez nous et ils restent chez nous parce qu'ils trouvent profondément du sens à tous ces sujets-là. Et puis on le fait aussi parce que, quelque part, nous avons la responsabilité de développer les applications numériques et digitales pour 25 millions de clients qui expriment aussi ces attentes-là. Et on se dit que finalement, y compris dans notre cœur de métier, nous devons incarner dans nos développements les préoccupations et les attentes de l'ensemble de nos clients. Et donc c'est un comportement d'investissement important en formation. Toutes les bonnes raisons de le faire. Donc. On n'a pas de timer, mais je crois qu'il doit nous rester à peine 2 minutes pour peut-être conclure, si tu en es d'accord, Flore, sur... le métaverse, après la présentation effectivement de Sandrine et de son équipe, qu'on remercie d'ailleurs pour ce travail. Vous y croyez ou vous y croyez pas, le métaverse, Guillaume ? Moi, je ne vais pas me prononcer si j'aime ou si j'aime pas. Je suis très intrigué, très séduit. Quand on parle des changements, le métaverse en est un. D'accord ? Et ça a été très bien décrit tout à l'heure. C'est finalement, quand on aura trouvé l'usage, on l'utilisera. Les changements technologiques, ils sont relativement aisés à anticiper. Les changements technologiques, et à nouveau, ça a été très bien dit tout à l'heure, le vrai défi, c'est la capacité d'adoption de nos collaborateurs à l'adopter. D'accord ? Nous, j'y ai fait référence incidemment tout à l'heure, on est pour l'instant beaucoup plus sur l'intelligence artificielle pour optimiser
le temps de formation. Il y a une maturité aussi. Il y a une maturité, c'est utile, on le voit bien. Il y a des propositions. Quelqu'un qui est formé tous les ans sur la même technique, chaque année, on voit bien que de 30 minutes, ça passe à 25 minutes, puis à 20 minutes, et qu'il optimise son temps de formation. Il est formé, le régulateur est content, etc. Enfin, je ne veux pas être trop trivial, mais c'est un peu ça. S'agissant du métaverse, je finirai à nouveau, peut-être une pirouette, mais par un aphorisme. Pour nous, l'intérêt, c'est l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on y réfléchit. On s'y sensibilise déjà. Il y aura très vraisemblablement des usages en matière de transmission et de formation, notamment pour connecter des gens qui ne se voient jamais. Oui. Hein ? Et pour autant, c'est peut-être un effet post-Covid. En ce moment, nous, ce qu'on ressent, c'est que les gens, ils ont vraiment envie de se voir en vrai, comme nous, tout de suite. Voilà. Absolument. Nous, on a aussi très envie de se voir en vrai, effectivement, et c'est pour ça qu'on a tenu à faire cette session en présentiel. Peut-être Benoît pour terminer sur le métaverse. En étant DRH d'une boîte de tech, vous pensez bien que c'est un sujet effectivement qu'on explore. Oui. Ça fait partie effectivement de notre investissement à R&D, mais c'est à ce stade effectivement très encore lointain dans la capacité que nous avons à identifier les usages. Et notamment les usages dans la banque de détail, puisque c'est pour ça que nous faisons nos développements. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait tout à fait une appétence de nos clients à confier la gestion de leur patrimoine à un avatar. Enfin, c'est des choses dont je ne suis pas tout à fait, absolument convaincu tout de suite. Mais néanmoins, nous devons effectivement être en veille sur ces technologies qui peuvent nous apporter l'efficacité et de l'intensité relationnelle. On peut peut-être plus facilement emprunter un avatar que confier son argent à un avatar. C'est possible. Surtout si c'est en merci. Pardon, Flore. Je disais, surtout si c'est en crypto-monnaie, naturellement. Absolument. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Guillaume, merci Benoît. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On va maintenant laisser la parole aux dirigeants du groupe Engie, Jean-Sébastien Blanc, DG à Ressources Humaines, et Julia Maris, vice-présidente responsabilité sociale et environnementale, aux côtés donc de Sandrine Catla et Julien Lévy.